Bienvenue pour ce nouvel épisode de la boîte à FX consacré à la plus grande trilogie de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux. Cet épisode comporte 3 vidéos, une par film. Tu vas découvrir tous les secrets de fabrication des effets spéciaux de la trilogie et comment Wellington en Nouvelle-Zélande est devenue la capitale de l'innovation en images de synthèse. De manière générale, tu verras comment les artisans et techniciens de ces 3 films sont aujourd'hui parmi les plus respectés de l'industrie du cinéma. C'est parti. Les 3 films sont réalisés par Peter Jackson. Il en est également le scénariste avec Fran Walsh et Philippa Boyens, d'après les livres éponymes de Tolkien. La production revient à New Line Cinema, Wygnot Films et The Soul Ends Company, et la distribution à New Line Cinema pour les États-Unis et Metropolitan Film Export pour la France. Le premier film coûte 93 millions de dollars et les 2 suivants 94, ce qui fait 281 millions pour la trilogie. Concernant les durées, la version cinéma du premier film dure 2h58 et la version longue 3h39. Celle du deuxième dure 2h59 et 3h55, et enfin celle du troisième dure 3h21 et 4h12. Le premier sort en salle le 19 décembre 2001, le second le 18 décembre 2002 et le troisième le 17 décembre 2003. Les studios FX en charge sont à 99% Weta Workshop pour les SFX et Weta Digital pour les VFX, mais également Digital Domain, Sony Pictures Imageworks et Rising Sun Pictures entre autres. Les superviseurs de la trilogie sont Richard Taylor et Jim Regal, assistés par Joe Letteri pour le deuxième et le troisième. Le premier film compte 540 plans truqués, le suivant 799 et le dernier 1488, ce qui fait au total 2827, mais avec les versions longues on peut même monter jusqu'à 3420. La vidéo se décompose en 4 parties: la production design, les maxitures, les différences d'échelle et les effets visuels. La fabrication de toute la trilogie dure 7 ans, de 1996 à 2003. Contre toute attente, elle n'est pas réalisée à Hollywood, mais en Nouvelle-Zélande. En 1987, Richard Taylor et sa femme Tanya Roger fondent une société appelée RTFX, basée à Wellington. Ils créent des prothèses, du maquillage et des effets spéciaux mécaniques. Leur premier film est celui de Peter Jackson, Meet the Feebles, où il fabrique des miniatures et des marionnettes. En 1993, Jackson fonde avec son ami et monteur Jamie Selkirk son studio d'images de synthèse qu'il nomme Weta Digital. Le nom Weta fait référence à un insecte néo-zélandais et dont certains d'entre eux, qu'on appelle les Weta géants, sont les plus grands insectes du monde. Ça, c'est pour le fun. Mais en réalité, ce serait plutôt un acronyme Wygnot Entertainment Technical Illusion qui fait un mélange entre la société du réalisateur et l'illusion que représentent les effets spéciaux. Peter Jackson et Jamie Selkirk s'associent avec Richard Taylor et Tanya Roger pour former un seul studio, Weta. L'un s'appelle Weta Digital et concerne les effets visuels, et l'autre devient Weta Workshop et se charge des miniatures, du maquillage, des costumes, des accessoires, des designs et des effets spéciaux physiques et mécaniques. Dans l'équipe artistique, il y a le directeur artistique Dan Henna qui assure la gestion des décors, lieux de tournage et construction de plateaux, et également Grant Major, le chef déco qui s'occupe de superviser la création des décors à partir des dessins conceptuels. Ce qui nous amène aux concepteurs artistiques Alan Lee et John Howe. Ce sont les 2 noms à retenir pour la simple et bonne raison qu'ils ont conçu la majorité des décors et créatures que l'on voit à l'écran. A la base, ce sont des fans hardcore de Tolkien. L'un est anglais, l'autre est canadien et suisse. Tous 2 ont suivi une formation artistique. Leur gagne-pain se trouve dans l'illustration de livres. Leurs passions communes sont la mythologie, le fantastique et bien sûr Tolkien. Ils se chargent de dessiner les couvertures des rééditions du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ainsi que de nombreux dessins divers et variés sur le monde de Tolkien. Étant passionnés depuis très longtemps par cet univers, les films sont l'occasion pour eux de mettre à contribution leur talent au service du cinéma. En novembre 1997, John Howe est contacté par Jackson et rejoint le projet. Alan Lee arrive quant à lui en janvier 1998. Pour simplifier, on pourrait dire qu'Alan Lee est chargé de concevoir l'architecture des lieux, alors que John Howe est plus dans le design, armes, armures, objets et créatures. On pourrait aussi dire que l'un s'occupe des gentils et l'autre des méchants. Ils travaillent dans un bureau commun chez Weta Workshop et dessinent à peu près 10 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Malgré tout, ils ne sont pas non plus les seuls à tout concevoir, car avant qu'ils débarquent, Weta Workshop a déjà ses propres designers néo-zélandais, au nombre de 7. Au total, ils sont donc 9 à la conception. Peter Jackson est sur le point de réaliser le tournage le plus ambitieux de l'histoire du cinéma.
En effet, les 3 films sont tournés en même temps du 11 octobre 1999 au 22 décembre 2000, soit 14 mois et 274 jours. Les 3 films ne sont pas tournés l'un à la suite de l'autre, mais bel et bien en même temps, ce qui fait qu'un jour on peut tourner une scène au début du premier film et le lendemain la scène de fin du troisième. Ça c'est le tournage principal, parce que la méthode Jackson c'est aussi de faire des reshoots, c'est-à-dire qu'au milieu des années 2001, 2002 et 2003, il fait rameuter les troupes pour tourner des plans ou scènes supplémentaires concernant le film qui sortira en fin d'année. Comme il est en pleine période de montage à ce moment-là, il est en mesure de savoir ce qui lui manque. En août 1997, la pré-production de la trilogie commence. Le gros avantage de ce projet est que l'histoire est l'adaptation de livres. On sait déjà ce qui va se passer, donc pas besoin d'attendre que le scénario soit définitif pour que tous les départements artistiques se mettent à bosser. Tout le monde peut déjà s'attaquer à la conception des designs, décors et scènes importantes qui seront forcément présentes. Du coup, en août 97, c'est aussi l'occasion pour Peter Jackson de commencer à faire le storyboard complet des 3 films. Kristen Rivers est le storyboarder et dessine tous les plans que Jackson lui décrit. Une fois dessinés, ils font une animatique à partir des storyboards pour voir comment les plans s'enchaînent. Ensuite, ils passent un cran au-dessus en filmant des maquettes et environnements miniatures, à l'aide d'une micro-caméra numérique. Elle est connectée à un moniteur vidéo avec une console permettant de faire un arrêt sur image pour capturer l'angle de caméra désiré. Puis ils terminent par faire une prévise 3D des scènes les plus importantes, notamment avec effets spéciaux. Sur le premier film, 144 plans sont faits en prévise. Sur la trilogie, la principale et la plus importante intention artistique est de donner l'impression que la Terre du Milieu ait vraiment existé. L'univers doit être conçu comme une reproduction historique et doit paraître crédible. Chaque environnement et chaque culture doit posséder sa propre identité visuelle. Il faut qu'on croie à leur vécu, que ces cultures existent depuis des milliers d'années et qu'on n'ait pas l'impression que leurs armures sortent de chez Toys R Us. On commence par les décors. Le département compte à peu près 350 personnes. Les films sont tournés à Wellington dans les studios Stone Street, qui sont d'anciens entrepôts aménagés en plateau de tournage. Pour ce qui est des extérieurs, la saga est indissociable de la Nouvelle-Zélande, qui est le cadre de tous les extérieurs de la trilogie sur environ 150 lieues. Il faut souvent 4 à 5 hélicoptères faisant la navette pour emmener tout le monde aux différents endroits. Le décor extérieur le plus important et le plus connu est la Comté. Le lieu se trouve dans une ferme près de la ville Matamata. Tout ce qui appartient aux Hobbits est rajouté, donc les portes de leur maison, les cultures, les commerces, etc. Absolument tous les accessoires que l'on voit sont inventés. Le plus important est bien sûr l'anneau unique, conçu et fabriqué par Jens Hansen, embauché en mars 1999. Il est malheureusement décédé en août de la même année et n'aura donc pas l'occasion de voir son travail sur grand écran. Après 15 prototypes, le design définitif est trouvé. Il y a au total 40 versions de l'anneau, servant chacune pour différents types de plans, comme par exemple un taille normale pour les doigts de Hobbit, ou alors un très grande taille pour certains gros plans. Les inscriptions en elfique apparaissant lorsqu'il est chaud bouillant sont rajoutées par ordinateur. Pour les costumes, 40 couturières sont à l'œuvre et en fabriquent pas moins de 19 000. En plus du fait que tous les costumes doivent être inventés, chaque acteur possède le sien en plusieurs exemplaires. Car s'il y a une scène où une tache doit apparaître sur une veste, on ne salit pas la veste, on la duplique et on la salit. De même, si une tache s'invite par accident sur la veste, il faut être en mesure de la remplacer immédiatement. Du coup, chaque acteur a à peu près 10 versions de son costume. Pour les Hobbits par exemple, on ajoute également 10 exemplaires pour les doublures de taille normale, plus 10 pour les doublures de petite taille, plus 10 pour les cascadeurs. 40 costumes par Hobbit, autant dire qu'ils sont petits mais ils prennent de la place. Pour les Uruk-hai, gobelins et orques, 1800 costumes en mousse de latex sont conçus. Ils ont une durée de vie de seulement 6 jours, après il faut les réparer ou alors plus souvent les jeter et les refaire. John Howe est le superviseur de la conception des armures. Étant passionné par le Moyen-Âge, il possède lui-même une collection d'armures médiévales avec en prime une bonne connaissance de leur fonctionnement et de la manière dont les pièces s'assemblent. 2 professionnels se chargent de forger toutes les armures métalliques d'après les plans eux-mêmes basés sur les dessins. Et là on en arrive aux côtes de mailles. Alors attention, accroche-toi parce que là ça rigole plus. Les côtes de mailles sont partie intégrante de l'armure typique du chevalier. Celles-ci ne sont pas en métal mais en plastique, pour que ce soit le plus léger possible. Une machine se charge de découper des tuyaux de plastique en rondelles pour obtenir des anneaux. Elle fonctionne pendant plus de 3 ans et demi et découpe au total 12,5 millions d'anneaux, ce qui représente 12 km de tuyaux. Et là, attention,
2 individus passent 3 ans et demi à assembler manuellement 12 millions d'anneaux pour fabriquer des centaines de côtes de mailles. Je répète, 2 individus passent 3 ans et demi à assembler manuellement 12 millions d'anneaux pour fabriquer des centaines de côtes de mailles. Il faut 3 jours pour une armure. La prochaine fois que tu regardes les films, s'il te plaît, pense très fort à eux. Du côté des armes, les plus importantes sont l'épée, la hache et l'arc avec ses flèches. Les épées sont forgées dans l'acier par Peter Lyon, et chacune d'entre elles demande entre 3 à 6 jours de travail. Pour chaque acteur, il y a plusieurs versions de la même épée ou de la même hache. Une lourde en acier pour les gros plans, une légère en aluminium pour les combats, et une Baby-Noo en caoutchouc pour la sécurité. Pour les archers, 10 000 flèches sont fabriquées et chaque race a son propre type de flèche où même la pointe est différente. Ensuite, il ne faut pas oublier les prothèses, avec notamment celles des Uruk-hai, gobelins et orques, qui ont nécessité à eux seuls 10 000 masques. Les masques sont faits à partir des visages sculptés des créatures. Si leur costume dure 6 jours, eh bien leur masque ne dure qu'une journée. Il faut donc les refaire tous les matins. Concernant nos héros préférés, Gandalf a un plus gros nez, mais il faut bien se l'avouer, celui qui en chie le plus, c'est Gimli. Durée de la mise en place 4h30, donc déjà pour la grasse mat c'est mort. Le pauvre a quasiment tout le visage recouvert de prothèses avec les oreilles, les cheveux, la barbe et la moustache. Reste plus que les yeux à bouger. Pour finir, que serait le Seigneur des Anneaux sans les pieds poilus des hobbits? Je me le demande. Ces prothèses sont les plus compliquées à concevoir car elles doivent s'adapter et soutenir correctement les pieds des acteurs tout en ayant une transition parfaite avec leurs chevilles. 1 an est nécessaire pour les concevoir. 1800 paires de pieds sont fabriquées pour les 4 hobbits. En fait, on met de la colle sur les pieds de l'acteur pour qu'il enfile ensuite les prothèses comme des chaussons. Ils sèchent la colle, puis font la transition avec les chevilles. Les acteurs se lèvent à 5h du mat, parfois 4h30, et il faut 1h30 à 2h pour les coller et faire une bonne transition. Bien sûr, ils doivent rester debout pendant 2 heures, car s'ils étaient assis, leurs chevilles se positionneraient mal. Les poils sont ajoutés un par paquet. Une fois que c'est fait, on leur met les oreilles et la perruque. À la fin de la journée, vers 20h, il faut à peu près 40 minutes pour enlever le costume, la perruque et les oreilles, et encore 1 heure pour enlever les pieds. Peter Jackson adore les maquettes. Il aime avoir quelque chose de tangible à filmer, car non seulement c'est beaucoup moins cher que l'image de synthèse, mais en plus quand c'est logé en arrière-plan et que c'est bien fait, ça a le mérite d'être plus réaliste. Mais pour atteindre un niveau de réalisme maximal, il faut que les maquettes soient les plus grandes possibles, car plus la maquette est grande, plus il y a de la place pour les détails, et forcément plus c'est crédible. Les maquettes sont donc pour la plupart très grandes, c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas appelées des miniatures, mais surnommées maxitures, en anglais bigatures. Sur toute la trilogie, on en compte 58, et la moitié d'entre elles ont la taille de tout un plateau de tournage. Les responsables des miniatures sont Richard Taylor, le directeur de Weta Workshop, et Alex Funk, le directeur de la photographie des miniatures. Pour le premier film, 5 lieux nécessitent des maxitures. On en a une pour Foncombe, basée sur les dessins d'Alan Lee. Elle est à l'échelle 1/24e et est visible sur tous les plans où l'on voit l'architecture en fond. Des parties de décors à grande échelle pour les acteurs sont construites dans un parc. D'autres parties sont construites en studio, notamment la salle du Conseil d'Elrond. Toujours chez les elfes, il y a la Lothlorienne qui possède la miniature la plus compliquée de la trilogie. On peut même parler de décor étant donné qu'ils fabriquent 8 arbres de 8 mètres de haut pour 1,5 m de diamètre. Ils sont sculptés dans du polystyrène et plaqués sur une structure en acier afin de les solidifier. Là où c'est compliqué, c'est que la forêt doit donner l'impression de s'étendre à l'infini. Donc du coup on filme les 8 arbres avec les acteurs dans le champ, puis on refait le plan avec les arbres disposés à d'autres endroits, sans les acteurs bien sûr. Et on recommence plusieurs fois jusqu'à boucher tous les trous et ne plus voir la sortie. La maquette de l'Argonaf mesure 2,40 m et c'est à l'échelle 1/60e. Isengard est un gros morceau et est fabriqué en intégralité à l'extérieur sur 18 mètres de diamètre avec 24 puits de mine à la surface. Sur le plan séquence des chauves-souris qui traversent les cavernes pour rejoindre Saruman, 5 plans sont filmés séparément puis collés ensemble pour en former un seul. D'abord l'entrée dans les puits de mine,
puis la première caverne, la seconde, la troisième, et enfin Saruman devant le fond bleu. Ce plan est réalisé en 1 semaine et demie. Dans les mines de la Moria, lorsque la communauté est attaquée sur les escaliers de Khazad-dûm, l'environnement est entièrement en maquette, aucun CGI. Des petites portions de décor sont construites pour les gros plans sur les personnages, mais dès que la caméra s'éloigne un peu, les acteurs sont entièrement sur fond bleu, qui est ensuite remplacé par la maquette. La différence d'échelle entre des personnages est un paramètre essentiel. Une manière métaphorique de démontrer la grandeur d'une personne non pas par sa taille, mais par sa force d'esprit. Car après tout, ce n'est pas la taille qui compte. Le Seigneur des Anneaux regorge de différences d'échelle, et on peut même dire que c'est l'effet le plus important de la trilogie. Il est donc impossible de s'attaquer sérieusement au projet sans savoir comment régler ce problème. Une seule technique peut difficilement suffire, puisque sur toute la durée d'un film, le réalisateur doit avoir la possibilité de filmer comme il le souhaite et ne pas trop se restreindre à un type de cadrage. Ils utilisent alors 4 méthodes pour gérer les différences de taille, qui concernent principalement les hobbits. La perspective forcée, le compositing, le géant mécanique et la doublure de petite taille. La perspective forcée existe déjà depuis très longtemps et consiste à avoir 2 personnes dont l'une est tout simplement plus éloignée de la caméra que l'autre, pour paraître plus petite. Voici un homme, voici un hobbit. Il se trouve qu'un hobbit mesure les 3/4 d'un être humain. Si on inverse cette proportion, on a 4 tiers, ce qui est égal à 1,33 à l'infini. Il faut donc placer le hobbit 1,33 fois plus loin que l'humain. Du coup, les 2 acteurs ne se regardent jamais. Pour marquer l'effet lorsqu'un seul personnage est visible, le décor avec tous ses accessoires est construit en 2 versions. Par exemple, pour Cul-de-sac, Gandalf est dans le décor rétréci pour paraître plus grand, alors que Bilbon et Frodon sont dans le décor agrandi pour paraître plus petits. Ça commence à se corser quand on met un mouvement de caméra, car ça modifie la parallaxe établie et donc fout en l'air la perspective. C'est là que la caméra de motion control entre en jeu pour mettre de l'ordre. Elle est commandée par ordinateur dans le but de pouvoir répéter le même mouvement autant de fois qu'on le souhaite. Les objets et meubles présents dans le plan sont placés sur des plateformes mouvantes. Du coup, le mouvement de la caméra est synchronisé à la même vitesse que le mouvement des objets et meubles. Ce qui fait que malgré le déplacement, l'illusion fonctionne car la perspective avec les objets ne bouge pas et reste toujours la même. Cette méthode paraît très complexe à mettre en place, mais elle n'est au final utilisée quasiment que pour les scènes dans la comté. La seconde technique implique encore la caméra de motion control car un des 2 acteurs est filmé devant un fond bleu, afin d'être rétréci au compositing et intégré aux côtés de l'autre acteur. Sur ce plan, la caméra qui filme Gandalf tout seul doit donc avoir le même mouvement que celle qui filme Bilbon sur fond bleu. La troisième technique est de placer des figurants en costume sur des échasses. Les mains sont grandes et donc télécommandées à distance. Les meilleurs exemples de cette technique sont dans la ville de Brie. Et seulement pour quelques plans dans le premier film, ils prennent un homme de 2,18 m pour doubler Aragorn aux côtés des hobbits. Il y a aussi une doublure géante de Gandalf. Enfin, la quatrième et dernière technique, qui est aussi la plus utilisée tout au long des 3 films, est l'utilisation d'une doublure de petite taille. Les 4 hobbits, ainsi que Gimli, ont chacun leur propre double qui mesure 1,20 m. La plupart du temps, on les voit de dos. Mais des fois, on les voit de face. Et ils portent donc un masque basé à l'identique sur le visage de l'acteur qu'ils doublent. Les masques ont bien sûr leurs limites, puisque les doublures ne doivent pas être trop près de la caméra. Ça peut donc parfois être efficace de faire un remplacement de visage virtuel. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un masque sur la doublure, on filme plutôt le visage du vrai acteur, on l'isole, et on l'intègre par-dessus celui de sa doublure. On
On compare souvent à Thor, le Seigneur des Anneaux à Star Wars. Les deux sont des monuments de la mythologie au cinéma, mais pour moi leur plus grand point commun concerne les images de synthèse. Peter Jackson est dans la vie de tous les jours un véritable hobbit. Il a vécu et vit toujours en Nouvelle-Zélande, une terre natale qu'il ne quitte qu'à de très rares occasions. Il aime le confort, l'indépendance et surtout le fait d'avoir tout ce dont il a besoin à proximité. Comme George Lucas en 1975 lorsqu'il crée ILM pour Star Wars, Peter Jackson crée Weta Digital en 1993 pour pouvoir fabriquer des images numériques à côté de chez lui. Au tout début de la production de la trilogie, Weta ne compte que 14 personnes. Certains apprennent par eux-mêmes à faire de la 3D, d'autres sont des professionnels recrutés un peu partout à travers le monde. Le Seigneur des Anneaux et Star Wars ont chacun vu l'émergence d'un studio de VFX qui a atteint l'élite mondiale, car Weta Digital et ILM sont aujourd'hui sans conteste les deux plus grands studios d'effets visuels au monde. Le Seigneur des Anneaux est donc l'occasion pour Weta de prouver sa valeur. Le studio s'occupe de presque tous les plans et possède seulement 1 an de post-production entre chaque film. La crédibilité de l'entreprise repose en premier lieu sur sa capacité à concevoir les créatures les plus réalistes possibles. Le troll de la Moria est le premier test de Weta pour convaincre les producteurs. Ils font une petite animation du troll avec une balle qui finit par convaincre tout le monde. Sur les 3 films, le processus de fabrication des créatures s'établit en plusieurs étapes. D'abord, il y a les dessins conceptuels, qui établissent le design. Une fois validée, une sculpture miniature est réalisée pour avoir une idée du concept en 3 dimensions. Puis on passe à une sculpture plus grande avec des bustes à l'échelle 1/3 ou des figures à 1/6, mais surtout une version de la tête aux pieds où tous les détails tels que les rides, les pores de peau sont ajoutés. Cette dernière sculpture est alors scannée numériquement par un appareil de la société Arius 3D pour en faire un modèle 3D haute résolution. Voilà le process pour toutes les créatures de la saga. Pour info, les différents masques et prothèses que l'on a vus précédemment sont faits de la même manière, sauf qu'à la fin ils ne sont pas scannés en 3D. Pour la scène de bataille avec le troll, une nouvelle technique est mise au point et s'apparente à de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que le réalisateur se tient dans un volume de motion capture et il tient une perche où sont posés des capteurs. En fait, au lieu de faire de la mocap avec un acteur qui représente un personnage virtuel, on le fait avec un objet, en l'occurrence une perche, qui représente une caméra. Du coup, l'idée est de modéliser grossièrement en 3D l'environnement dans lequel on opère, dans le cas présent c'est la salle du tombeau. On fait de la mocap sur tous les personnages présents sur les lieux, un par un de manière vraiment individuelle, dans le simple but d'avoir une idée de l'espace et des mouvements que font les individus sur place. Quelqu'un s'amuse également à jouer la créature. Puis une fois que toutes les animations sont enregistrées, le réalisateur a juste à virtuellement filmer dans son environnement à l'aide de son bâton caméra et d'un casque qui lui permet de tout voir en temps réel. Cela permet au réal de faire son animatique en préparation du tournage et donc planifier à l'avance les interactions du troll. La deuxième créature est le guetteur, l'espèce de pieuvre géante à l'entrée de la Moria. L'image de synthèse s'impose obligatoirement, car le dynamisme qu'elle est censée avoir interdit logiquement l'utilisation d'une marionnette. Merci d'avoir inventé l'ordinateur. La grosse difficulté vient de son interaction avec l'eau, qui est quasiment le critère le plus important pour le dynamisme. On a donc un mélange d'eau virtuelle, mais surtout de stock shots d'éclaboussures et de jets d'eau divers. La dernière créature est le Balrog, designé par John Howe. Ce monstre a la particularité d'être entièrement recouvert d'éléments dynamiques comme du feu, de la fumée, des étincelles, etc. Aujourd'hui, faire une créature avec beaucoup de fluide et de particules est largement faisable. En 2001, c'était un peu plus compliqué, surtout pour le réalisme et les temps de calcul. Il décide donc de le recouvrir de vrais éléments pyrotechniques. Ces éléments sont filmés sur un fond noir. Mais pour les intégrer sur le monstre, on peut soit mettre le footage directement sur la main, ce qui est relativement dégueulasse, ou alors on peut émettre des particules, où chacune d'entre elles sera remplacée par des images de flammes ou de fumée. C'est l'effet sprite. La créature a un système de particules qui suit ses mouvements et donc donne de la dynamique aux flammes et à la fumée. Ils mettent 1 mois pour développer cet outil et ont ensuite 6 semaines pour le mettre en application avec 5 personnes.
Toujours dans les mines de la Moria, on a la caverne de Cavenin qui est un temps envisagée en maquette, mais la hauteur et la profondeur infinie des lieux obligent l'utilisation du numérique pour l'intégralité de l'environnement. Comme je l'ai dit dans la seconde partie, Khazad-dûm est entièrement une miniature pour les plans larges ou arrière-plans. Les acteurs sont souvent sur fond bleu qui est remplacé par la maquette. Quand la communauté descend les escaliers en courant, ce sont tous des doubles générés par ordinateur, simplement pour des questions de sécurité. Car s'ils avaient tous dû faire ça sur un vrai décor, il y en aurait au moins un qui se serait cassé la gueule, et en plus il aurait embarqué les autres en mode domino. Un vrai bordel. Bref, pour les doubles numériques, chaque acteur a son visage scanné en 3D. Pour ce plan, c'est la même chose, ils sont tous enregistrés en motion capture avec 12 caméras infrarouges autour d'eux. Ici, le problème est qu'ils sont enregistrés séparément. L'idéal serait qu'ils courent tous à la même allure, mais bien sûr ce n'est pas le cas. Donc il faut parfois accélérer ou ralentir un personnage dans sa course pour éviter qu'il rentre dans les autres. Quittons enfin la Moria pour aller sur la rivière du Gué de Brunnen. Cette scène est assez complexe à réaliser et surtout demande beaucoup de temps, ce que Weta n'a pas. Les plans sont donc refilés au studio Digital Domain. On a les cavaliers noirs devant un fond bleu et l'eau derrière eux est un mélange de stock shot d'eau réelle et de simulation virtuelle. Les chevaux ont une version 3D qui est transformée en eau avec le logiciel Houdini. Il y a également l'effet du spectre de l'anneau assez sympa qu'ils appellent Offlow, signifiant le flux optique. Cela consiste à générer une déformation dans l'image à partir d'une autre image en mouvement. On filme la surface du eau en mouvement, puis on augmente le contraste afin d'avoir uniquement la trame de l'eau et non l'image entière. On obtient ainsi un résultat que l'on mélange avec le plan filmé. Sinon, beaucoup de plans dans la nature sont retouchés pour effacer les traces de civilisation moderne, telles que des routes, barrières, ou même une voiture qui passe en arrière-plan. La communauté de l'anneau contient 540 plans truqués, réalisés par 150 graphistes, qui terminent le boulot en octobre 2001. Parmi eux, 12 animateurs se chargent de faire de l'animation sur une centaine de plans. Le film sort en salle dans quasiment tous les pays le 19 décembre 2001 et rapporte à travers le monde 870 millions de dollars. En France, il fait un peu moins de 7 millions d'entrées. Lors de la cérémonie des Oscars du 24 mars 2002, il reçoit 13 nominations, mais ne repart malheureusement qu'avec 4 récompenses. Le Seigneur des Anneaux est un projet ambitieux, et comme tout projet ambitieux, les risques sont élevés, car la trilogie correspond à une seule et même production de 280 millions de dollars. Ce n'est pas je fais un film, je vois si ça marche, si oui je fais le suivant. Non, c'est je fais les trois en même temps et les gens ont intérêt à aller le voir au cinéma. Car une chose est sûre et certaine, si la communauté de l'anneau n'avait pas fonctionné en salle, les deux suivants seraient sortis directement en DVD, et n'auraient certainement pas dépassé les 3 heures. Et puis les versions longues n'en parlons même pas. Le résultat au box-office de ce premier volet donne donc le tempo et la tendance, autant vous dire que la pression est énorme. Heureusement, le succès est largement au rendez-vous, bien qu'il soit sorti seulement 2 semaines après le premier Harry Potter, ce qui aurait pu lui porter préjudice. La trilogie est le premier gros projet de Weta, et ce premier volet est clairement un pique-nique comparé à ce qu'ils vont vivre par la suite. Mais ils finissent tout de même sur les rotules, car mine de rien pour une petite structure, et pour l'époque, ils ont quand même une bonne masse de plans à gérer. Il faut avouer que certains ne sont pas forcément heureux, comme cet effet sur Galadriel, un peu étrange. Mais ce n'est que peu de choses à côté de la splendeur des paysages, des environnements maquettes et virtuels, de la photographie, de la réalisation ou encore de la musique. Cette fois, les bases de la trilogie sont établies. Cet épisode est intéressant puisque les personnages sont encore dans l'innocence. Ils n'ont pas encore conscience de l'aventure qui les attend. Une aventure pour l'instant tout à fait linéaire, dans la pure tradition du genre, un voyage communautaire parsemé d'adversaires épisodiques, qui réussit malgré tout à créer une évolution chez les personnages, une prise de conscience de l'ampleur de leurs tâches, du monde qui les entoure, et surtout de la noblesse dont il faudra faire preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Si tu as une remarque ou une question, poste un commentaire, j'y répondrai. La semaine prochaine, on attaquera les 2 tours, on verra la naissance d'une bataille épique et du schizophrène le plus célèbre du cinéma. Ciao.